rappel rapide sur le cours à la demande d'un de vos camarades. Dans la première partie, je vais juste rappeler un peu la définition globale des sons. Alors, le son, on dit que c'est un phénomène vibratoire. Pourquoi? Alors déjà parce que on identifie une notion de fréquence lorsque celui-ci est prolongé et qu'on observe quelque chose d'inchangé dans la caractérisation de ce son. Euh, Ça vibre, ça sous-entend aussi qu'il y a un milieu matériel qui est support de cette vibration. Et ces vibrations, en fait, elles ont lieu du fait de variations de pression locale au niveau de ce milieu matériel. Là, s'il y a un aspect vibratoire et qui a une fréquence qui lui est associée, c'est qu'on peut identifier finalement la périodicité de ce phénomène. Alors, on va avoir soit un son simple, soit enfin un son pur, soit un son complexe. Dans le cas du son pur, on va pouvoir identifier une sinusoïde, donc c'est cette forme-là, avec une fondamentale, donc une fréquence fondamentale. On va pouvoir déterminer la fréquence fondamentale en prenant l'inverse de la période, donc de la t. Et l'autre caractéristique du coup de cette comment dire de cette sinusoïde, c'est qu'on va pouvoir identifier vraiment des motifs qui se répètent dans le temps. Voilà. Pour ce qui est d'un son, alors je ne vais pas parler de l'amplitude, j'en parlerai plus tard. Pour ce qui est d'un son dit complexe, alors on va également observer un motif qui va se répéter. Toutefois, on voit qu'on est sur quelque chose qui n'est pas du tout sinusoïdal, mais sur des choses qui, enfin, même si on a un motif qui est identifiable, des choses qui sont plus complexes à définir. On peut malgré tout identifier une période. Donc c'est pareil, c'est le deux points qui marquent une répétition du phénomène. On va observer finalement la même période entre le phénomène de gauche et de droite. Et cette forme-là, elle est liée à l'existence de plusieurs sinusoïdes d'amplitude variée. On va pouvoir définir encore une fois la fondamentale à l'aide de la période que je viens d'identifier, mais il va y avoir aussi on va dire les périodes liées aux harmoniques, même si ces harmoniques-là, du coup, ça va être beaucoup plus difficile d'identifier les périodes sur un dessin aussi complexe. Mais on va pouvoir les numéroter sans aucun problème. La deuxième partie, elle va traiter des autres grandeurs physiques qui nous intéressent sur le son, en l'occurrence l'intensité sonore et le niveau d'intensité sonore. Alors, la première, l'intensité sonore, c'est ni plus ni moins qu'une puissance par unité de surface, donc des watts par mètre carré. Du coup, il nous faut quoi? Il nous faut une puissance P, une surface S, et on divise l'une par l'autre, et on va obtenir I en watts par mètre carré. Le niveau d'intensité sonore, alors même si ça peut paraître curieux comme système, ça permet juste d'évaluer, au-delà de la puissance, la perception qu'on a d'un son. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien de proportionnalité entre l'intensité du son et finalement notre perception de ce son-là. Ici, vous avez, pour illustrer ce que je viens de dire, ce qu'on appelle un papier logarithmique, c'est-à-dire que on voit ici que entre 110, 114, 118, 120, 122, 126, 130, a priori, il y a comment dire, quelque chose d'assez linéaire, de proportionnel. Vous devinez que entre 120 et 110, il y a à peu près la même distance qu'entre 130 et 120. Mais dès qu'on va regarder l'intensité sonore pour obtenir cette droite-là, eh bien là, ça va plus être vrai, puisque entre 0,1 et 1, donc il y a un facteur 10. Vous voyez qu'on a une certaine distance, et que non pas entre 1 et 1,1, mais entre 1 et 10, on a également la même distance. Donc c'est le propre des papiers logarithmiques en base 10, c'est que pour chaque unité, pour chaque carreau, en fait, vous allez avoir un pas de x10. Et c'est justement à cause de ce phénomène-là qu'on peut avoir retrouver une forme de linéarité qui peut être observable avec la formule qui est ici, donc niveau d'intensité sonore en décibels, égale 10 log de I sur I0, donc l'intensité sonore sur l'intensité du seuil d'audibilité, qui est de 10 moins 12 watts par mètre carré. Et là, vous avez juste une représentation, comment dire, des intensités avec, comment dire, le,
le niveau sonore. Donc si on avait dû imaginer construire ce graphique-là, on aurait pu mettre 130. Donc avec le même écart entre 120 et 130, donc 140 on l'aurait mis en haut, c'est pas 130, 140, et on voit qu'il y a 10 exposants 2, donc on a bien un facteur 10 à chaque fois qu'on augmente de 10 décibels, c'est ce qu'il faut retenir. Dès que vous augmentez 10 décibels, vous augmentez d'un facteur 10. Donc 150 décibels, ça sera une intensité de 10 exposant 3. La dernière partie, alors j'allais un peu fourre-tout, ça porte sur la production d'un son en musique. Si on part d'un instrument à cordes, on a fait quelques exercices qui parlaient justement de la relation entre la longueur d'une corde et de la fréquence de la fondamentale jouée. Et en fait, il vient se glisser là-dedans un coefficient qui va s'exprimer en Hertz par mètre. Et du coup, si on divise A par L, avec L en mètres, on va tomber sur la fréquence. Alors, on va pas aller plus loin dessus, par contre, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre un petit peu quel type de notes vont sortir d'un instrument à cordes. Ici, on prend un exemple qui est déjà en cours, donc d'un son qui est complexe. Et ici, on a une décomposition du signal, en fait, avec les différentes sinusoïdes qui vont le composer. Et j'ai marqué, alors même si entre le rose et le rouge on ne voit pas bien, mais les différentes périodes qui correspondent à ces différents signaux. Et ce qui m'intéresse là, c'est de vous montrer, qu'il y a un lien comment dire, de proportionnalité. Alors T1, je me suis planté, c'est en rouge. Donc, enfin, je vous donnerai la version papier, pas papier, online, vous la trouverez. Donc, c'est T1 égale 2T2, égale 3T3, égale 4T4. Donc, il y a bien des nombres entiers qui lient les différentes périodes. Et du coup, eh bien, pour trouver les fréquences, comment dire, d'ailleurs, j'ai écrit une grosse bêtise, c'est un demi. Je corrigerai là-dessus. C'est un demi de T2, c'est un tiers de T3 et un quart de T4. Donc je vous donnerai le document, vous corrigerez. Voilà. Ça nous permet aussi donc de retrouver les facteurs des fréquences, sachant qu'il y a aussi à prendre en compte l'amplitude. Alors ce qui fait que on n'a pas tout à fait les mêmes hauteurs sur les ondes qui sont représentées. C'est justement la décomposition de ce signal. On voit 1, 0,90, 0,55, 0,16. Et en fait, ça correspond ni plus ni moins qu'aux flèches que j'ai matérialisées ici. Et donc c'est comme ça que vous pouvez décomposer un son complexe. Voilà.